France Insoumise, il est président de la commission en régie, il est membre dirigeant aussi de la France Insoumise et il est avec nous par Zoom. Younous Omarji, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous savez, la première question que je vais vous poser, on a reçu ici M. Mélenchon et beaucoup de Guadeloupéens vous attendaient, vous n'êtes pas venu, pourquoi? Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, il était chez vous il n'y a pas très longtemps. Jean-Luc Mélenchon est venu en Guadeloupe. Pour ce qui me concerne, vous savez, vous l'avez rappelé, je suis président de la commission du développement régional et malheureusement, je ne fais pas ce que je veux. Je suis soumis à un agenda qui est très contraignant et je suis assigné à résidence ici à Bruxelles pour le moment. Vous libérez. Alors, autre chose, globalement, aujourd'hui, quel est le dernier chiffre de sondage pour votre candidat au présidentiel? Parce que ça fluctue d'un jour à l'autre. Oui, le dernier sondage paru aujourd'hui, je parle sous votre contrôle parce que vous êtes plus informé que moi, nous sommes à 13% en légère progression, c'est-à-dire que la dynamique qui était enclenchée se poursuit, avec un tassement, même une régression de Marine Le Pen. Donc nous sommes en réalité aux portes du second tour. Et le second tour est possible. Il est à portée à présent de nos efforts. Et nos efforts se poursuivent, ils seront amplifiés ce week-end avec la grande marche que nous organisons à Paris. Alors, l'autre question, elle est plus politique, elle va peut-être pas vous surprendre. Quel est, pour ce que nous appelons ici les dernières colonies, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, le programme de Mélenchon? Qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il propose aux gens de ces colonies? Vous avez lu, et si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite à le faire, le programme L'Avenir en commun, qui, par rapport aux autres programmes, marque une rupture fondamentale dans l'approche de ce qu'on appelle les Outre-mer. En résumé, ce que nous disons premièrement, c'est que, et c'est un député européen qui vous le dit, c'est que les Outre-mer ne sont pas à l'ultra-périphérie du monde et de l'Europe. Tout au contraire, nous sommes au cœur du monde. Et le cœur, c'est là où nous vivons et on ne peut pas considérer que nous sommes à l'ultra-périphérie. Il y a là une remise en cause qui est importante parce que c'est à partir de nous, de nos besoins, que nous devons élaborer nos propositions. Vous savez, ce qui a tué les Outre-mer, c'est que nous avons été, jusqu'à maintenant, je le crois, instrumentalisés au bénéfice d'intérêts extérieurs. Et nous le voyons bien d'ailleurs dans les politiques européennes, où nos îles sont instrumentalisées pour les intérêts dans le domaine de la pêche, par exemple, des flottes industrielles européennes ou internationales. C'est vrai également concernant les accords de libre-échange. Eh bien, nous voulons inverser cela. Et inverser cela, c'est partir de nos besoins et déterminer un certain nombre de priorités. Toutes les priorités qui, dans le programme, concernent les Outre-mer, tournent autour d'une idée simple. C'est la clé de tout, c'est l'autonomie. L'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire, l'autonomie d'une certaine manière de penser et l'autonomie politique, si on peut résumer par un terme. Donc, tout déterminé par rapport à nos besoins. Et je crois que ça ouvre un champ pour le développement qui est totalement nouveau. Et puis, bien sûr, il y a le constat de l'abandon des Outre-mer, plus marqué encore que sur le reste du continent, dans les services publics. Nous devons corriger cela par un investissement massif, évidemment, partout là où il y a des défaillances, en particulier dans l'éducation et la santé. Et puis, nous avons mis l'accent pour la Guadeloupe en particulier sur la question de l'eau. Vous savez, je rappelle toujours ici au Parlement européen que les régions d'outre-mer françaises, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, sont les régions les plus pauvres de toute l'Union européenne. Alors que la France
est la deuxième puissance économique de l'Union. Je crois que ce n'est pas l'honneur de la France et qu'en réalité c'est une honte pour la République. Et cela se traduit par l'abandon des populations ultramarines par rapport à des besoins primaires comme celui de l'accès à l'eau potable. J'ai une vision ici, qui est une vision européenne. Et je remarque qu'en réalité, les Outre-mer sont un peu, en tout cas des citoyens ultramarins, sont un peu traités de la même manière que ce qu'on appelle les communautés marginalisées en Europe. En réalité, nous sommes un peu traités comme les Roms par les Bulgares, les Slovaques ou les Roumains. Nous sommes les Roms de la République. Alors, je ne sais pas si vous le savez, la situation est particulièrement tendue en ce moment en Corse et le gouvernement envoie Darmanin négocier avec les Corses. Ça signifie que même les Corses aujourd'hui veulent sortir d'une certaine manière de la République française. Donc vous comprenez la nécessité qu'il y a pour les Guadeloupéens, les Martiniquais, etc., ceux qu'ils appellent les colonisés, de sortir de la République française. Comment la France insoumise, vous analyser cette question? Je ne sais pas s'il y a une volonté du côté des Guadeloupéens de sortir de la République française. Ce que je note, c'est qu'il y a au contraire une demande très forte de l'État et une demande d'égalité et de respect. Et la demande d'égalité est la promesse qui a été faite au moment de la départementalisation et de la loi de 1946. Et en réalité, cette égalité réelle, elle n'est pas encore aujourd'hui réalisée. La deuxième chose, puisque vous avez parlé de la Corse, je crois qu'il y a un traitement, et c'est l'objet des discussions que j'ai eues aussi avec le président Simeoni, il y a un traitement aujourd'hui assez identique entre la manière dont les Outre-mer sont traités et la manière dont la Corse est traitée, avec toujours ce traitement colonial par la République, par l'État, avec une violence dans la manière dont on envisage les relations avec les représentants de ces différentes régions, de ces différents États. Il faut que la France sorte de cette manière de faire et ne joue pas sur l'aggravation permanente des tensions et une forme d'irrespect en réalité des représentants et des citoyens de la Corse et des Outre-mer. Donc il y a une rupture opérée et nous opérerons cette rupture. Vous avez noté que Jean-Luc Mélenchon n'a pas attendu les élections présidentielles pour mettre la question des Outre-mer au cœur même des questions, au cœur même de notre action. Et cela a été le cas pendant les 5 années à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas attendu les élections pour proposer une commission d'enquête sur l'eau, en particulier après ce qui s'est passé, compte tenu de la situation en Guadeloupe, pour prendre aussi des initiatives sur le chlordécone. J'avais été le premier à réclamer au président de la République un plan d'urgence sur ce scandale qui est celui du chlordécone. Et avec les membres de la France Insoumise, membres de la commission pesticides au Parlement européen, j'avais demandé, s'agissant du chlordécone, que des mesures d'enquête soient mises en œuvre au niveau du Parlement européen. Donc il y a une réelle préoccupation de notre côté concernant les Outre-mer qui n'attendent pas les élections présidentielles. Vous savez, vous avez vu beaucoup de candidats venir chez vous, mais c'est toujours la même chose. Ils viennent chercher les voix des ultramarins et puis ensuite ils repartent et ils n'appliquent pas les promesses qui ont été faites pendant la campagne. Alors, je ne sais pas s'il faut en rire ou pleurer, mais quand vous avez su que Marxette Pioubakas, que vous connaissez bien, puisque elle a voté cette fameuse loi, refusé de voter cette fameuse loi sur l'esclavage, quand elle est passée des RN chez Zemmour, comment vous avez réagi personnellement? Vous avez souri ou vous avez pleuré? Disons que c'est plutôt consternant. Mais d'une certaine manière, elle reste en cohérence avec elle-même. Bon, puisque passer de Marine Le Pen à Zemmour,
je ne suis pas certain qu'on puisse voir là un saut qualitatif. Mais si on peut revenir en deux mots sur cette affaire, je crois que c'est un peu triste en réalité qu'une élue des Outre-mer ne vote pas cette disposition historique qui veut que le Parlement européen reconnaisse que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Je crois que c'est un peu incompréhensible et elle pourra avancer toutes les arguties, tous les arguments qu'elle souhaite. Reste ce vote qui est une tâche en réalité sur le mandat de cette députée. Bon, alors, vous disiez tout à l'heure que probablement, peut-être que votre candidat, Jean-Luc Mélenchon... Je veux rappeler, oui, mais vous le savez, tous les membres du Rassemblement national n'ont pas voté ma proposition. Et tous ceux qui ont quitté le Rassemblement national, qui ont rejoint Reconquête, également. Et je crois qu'il faut s'en souvenir, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais à la fin, ce sont les actes qui restent. Et ça vous a surpris, étonné, la défaite, entre guillemets, de Mme Taubira? Non, il n'y a pas de défaite. Bon, je crois qu'il faut être respectueux des démarches des uns et des autres. Christiane Taubira souhaitait s'engager dans la campagne des présidentielles. C'est une démarche tout à fait respectable. Elle n'est pas allée au bout pour les raisons que vous savez, mais je crois que Christiane Taubira a des choses à dire et qu'on l'écoute toujours de manière très, très attentive. Donc, vous n'entendrez pas de moi un seul mot critique sur Christiane Taubira. Je connais ses combats depuis des décennies pour les Outre-mer lorsqu'elle a été députée à l'Assemblée nationale, puis lors de ses engagements ministériels. Elle a toujours été présente et je crois qu'elle continuera à l'être, au moins pour les Outre-mer. C'est l'avant-dernière question. J'ai fait le total des parrainages à La Réunion. Vous battez largement la Guadeloupe et la Martinique. C'est parce que vous n'êtes pas venu en Guadeloupe ou c'est parce que vous êtes plus souvent à La Réunion? Mais je pense que les parrainages que nous avons obtenus en Guadeloupe sont d'une très grande valeur. J'en profite d'ailleurs pour remercier les élus qui nous ont accordé ce parrainage, qui ne vaut pas soutien, mais pour beaucoup d'entre eux, ça vaut soutien. Je veux aussi vous dire que si je ne peux pas être présent physiquement en Guadeloupe, Mathilde Panot sera présente en Guadeloupe à la fin du mois. C'est une info que je vous donne en scoop, vu qu'elle vient à l'instant d'ailleurs de m'envoyer un message pour me dire qu'elle sera en Guadeloupe du 23 au 28 mars et qu'elle fera sans doute une réunion publique le 25 mars. J'aurais pu, si mon emploi du temps me le permettait, l'accompagner. Malheureusement, je ne peux pas, mais les Guadeloupéens savent combien Mathilde Panot, à l'Assemblée nationale, a été extrêmement vaillante, parfois contre tous, pour défendre les intérêts de la Guadeloupe, aussi bien que les élus ultramarins l'auraient fait eux-mêmes. Alors, comme on dit dans les campagnes présidentielles à la télévision, ça va être votre dernier mot. Quel est le message que vous adressez aux Guadeloupéens, aux Martiniquais et même à ceux qui sont en France, parce qu'on nous voit aussi en France en ce moment. Quel est le message que vous leur adressez en tant que LFI? Je leur dis, en tant que LFI et en tant que frère des Outre-mer, tenez bon, continuez à ne pas baisser la tête et restez tels que vous êtes, des insoumis, parce qu'en réalité, tous les ultramarins, je crois, par définition, par leur culture, par leur histoire, sont des insoumis. Bien, je vous remercie Younous Omarjee et puis je vous souhaite bonne campagne. Il est 13h20, on revient à l'actualité de la Guadeloupe. C'était ce